Alors, je vais démarrer cette conférence sur le thème refaire confiance aux hommes après une expérience toxique. Vous m'entendez? Ah oui, refaire confiance aux hommes, pas aux femmes. Et pour les femmes? Mais c'était marqué comme ça sur la carte. En fait, non, mon choix, c'est quand j'ai une dent. Le titre original, c'est quand j'ai une dent contre le masculin, comment je m'y prends, en fait. Qu'est-ce que je fais une fois que je suis fâchée contre les hommes parce que j'ai une expérience traumatique, toxique, difficile. Et donc, la question que je vais poser aujourd'hui, c'est plus des femmes envers les hommes, des problématiques de reproches, de méfiance, voilà. Comment refaire confiance. Ce sujet peut être traité effectivement à l'inverse. On peut aussi dire comment les hommes peuvent faire confiance aux femmes. Mais là, je le ferai peut-être un jour d'ailleurs, hein, pourquoi pas. Mais là, j'avais vraiment envie de m'appesantir sur comment les femmes peuvent faire confiance aux hommes après une expérience difficile, traumatique, toxique, etc. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce que je remarque et j'observe, et probablement vous aussi, qu'il y a beaucoup de femmes, en tout cas dans ma patientèle, hein, qui me consultent et qui sont abîmées et qui ont vécu parfois des relations longues, qui ont duré pas mal de temps, où elles se sont vraiment fait mal. Et puis, ensuite, elles ont du mal à ouvrir leur cœur ou à se faire confiance, ou à faire confiance aux hommes pour repartir dans une nouvelle relation. Et c'était un sujet que je voulais traiter, déjà parce qu'on me l'a demandé, et que je trouve ça chouette de pouvoir voir comment on peut arrêter d'avoir peur de repartir dans une nouvelle relation et repartir sur des bonnes bases, en fait. C'est ça que je voulais vous apprendre ce soir, c'est quelles sont les bases saines pour repartir, redémarrer sur je suis ouverte à rencontrer une nouvelle histoire d'amour, mais à partir d'un endroit où je me fais confiance et je te fais confiance pour que ça ne reparte pas comme, je ne refasse pas un tour de manège comme la dernière fois. Voilà. Et je pense que, alors pourquoi je fais ça? Je trouve que c'est un essentiel pour moi, parce que je trouve ça un peu triste ou dommageable d'être tellement abîmé dans une relation, d'avoir un cœur brisé et desséché à jamais, ou de ne plus jamais faire confiance aux hommes. Si vous êtes hétéro, évidemment, hein, si vous êtes homo, vous allez traduire dans un autre, d'accord? Vous traduisez, moi là je parle pour les hétéros. Donc de ne plus jamais faire confiance à quelqu'un d'autre, un autre partenaire, parce que vous vous dites dans votre esprit, ça a été tellement tragique et dramatique que plus jamais on ne m'y reprendra. Et donc, il vaut mieux être seul que mal accompagné, et ce, pour toujours. Enfin, des trucs comme ça qui pourraient vous nuire, parce que cœur brisé, cœur desséché, je ne suis pas sûre que ça soit non plus une finalité d'en rester là. Voilà, moi, je trouve toujours intéressant de pouvoir ouvrir son cœur, vivre d'autres histoires, mais à partir d'un endroit où je me mets en sécurité et où je ne me perds pas dans l'histoire, ni dans l'autre, et je peux me refaire confiance. Donc je vous donnerai des pistes dans mon développement, on va voir pourquoi les femmes sont un peu en colère parfois, ou ne font pas confiance ou plus confiance dans le masculin, quelles en sont les raisons. Et puis après, je vous donnerai justement comment faire, des idées sur comment faire pour refaire confiance. Parce que c'est pas comme ça miraculeux, ça vient pas du ciel cette affaire. C'est pas une décision, on peut pas dire je refais confiance et hop c'est reparti. Non, la plupart du temps mes patientes qui viennent me consulter, elles me disent mais moi j'ai tellement souffert que j'ai vraiment peur de redémarrer quoi. Voire je préfère éviter, elles peuvent devenir des contre-dépendantes, voire je vais repartir, mais j'y vais vraiment, je mets qu'un pied, voilà, je ne vais pas mettre tous mes pieds dedans, on n'en a que deux, mais souvent elles y vont, mais vraiment en mode refroidi ou très méfiante. Et je pense qu'il y en a certaines peut-être qui l'ont déjà fait, et qui du coup sont tellement dans un prisme d'inquiétude et de méfiance qu'elles ne donnent pas une chance à la relation pour que ça puisse repartir en fait. Il y a tellement un espèce d'enjeu, d'inquiétude, de stress, d'angoisse, attention, tu vas me trahir, tu vas mentir, tu vas repartir, tu vas reséduire, tu vas manipuler, tu vas ci, ça, mi, qu'elles sont tellement sur leur garde
qu'au final, ça ne dure pas si longtemps que ça, ces relations-là. Il y a trop de méfiance, un excès de méfiance. Voilà. Donc je vous donnerai des pistes pour comment ni sombrer dans un excès de méfiance, ni sombrer dans un excès de confiance. Comment avoir une attitude plutôt saine, une posture interne qui est une posture à la fois non naïve, mais pas complètement vigilante, hyper vigilante, parce que là vous repartez sur rien, vous allez vous fermer à jamais, c'est dommage. Après, vous pouvez vous ouvrir en relation d'amicalité, mais c'est pas pareil. Ça peut être bien de rester disponible à toute rencontre, même si ça se fait pas, c'est pas un amour durable, etc. Ça peut être intéressant. Alors, dans mon développement, vous remarquez qu'il y a quand même plus de femmes, et c'est normal dans mon auditoire aujourd'hui, puisque ça s'adresse quand même aux femmes. Mais ça peut être intéressant aussi pour les hommes de comprendre pourquoi les femmes peuvent être extrêmement fâchées ou extrêmement distantes ou refroidies. On voit le mouvement MeToo et les conséquences de ce mouvement qui parfois amène une forme de guerre des sexes. Voilà, on peut imaginer que la masculinité, là, les masculinistes commencent à s'augmenter aussi par rapport à ce mouvement c'est bien que ça existe pour sanctionner les abus, mais en même temps on voit les mouvements de pendulation du côté du masculin qui aussi commencent à en vouloir, peuvent avoir une dent contre le féminin. Donc si on part en guerre, on ne va pas aller loin. Mais voilà, donc là je vais plutôt m'attarder sur comment les femmes peuvent être fâchées contre le masculin ou effrayées contre le masculin. Et voilà leurs bonnes raisons. Donc il peut y avoir des problèmes d'inégalité de genre. Il y a des femmes qui peuvent ressentir de la frustration ou de la colère sur les inégalités qui persistent entre les sexes, ce qui est encore vrai. Je parle en Occident évidemment, je ne m'adresse pas sur tous les pays, je ne fais pas une conférence internationale là. Donc les écarts salariaux, les opportunités de carrière, c'est encore d'actualité pour les inégalités. C'est pour ça qu'elles se sentent encore discriminées. Violence et harcèlement, il y a encore beaucoup de violence et de harcèlement domestique vis-à-vis des femmes, d'agressions sexuelles. Et ce sont des problèmes majeurs. C'est pour ça que le mouvement MeToo s'en est emparé. Et du coup, ça a fait beaucoup de conséquences. Et effectivement, moi, je voudrais vraiment voir au niveau psychologique, effectivement, quand vous avez été dans votre parcours d'enfant ou d'adolescente, ou même plus tard, vous avez été agressé, vous avez subi des agressions par rapport aux hommes, c'est sûr qu'il va y avoir des traces. En général, il y a des traces. Moi, je parlerai plutôt des impacts traumatiques et des traces que ça peut laisser par rapport à vos frontières. Je vais le faire maintenant parce qu'après, je vais passer à autre chose. Donc, je vais oublier. Donc, je préfère le dire maintenant puisque c'est quand même mon sujet, puisque je suis psychologue. Donc, c'est quand même ça que je vais débattre. Donc, effectivement, si vous avez été... Alors, pas que... Ça peut être le viol, mais c'est pas que des histoires de viol. Il peut y avoir des abus. Vous allez voir que les abus, le harcèlement, les abus, c'est l'intrusion dans vos frontières. Et ça peut être psychologique, physique, peut être de l'autoritarisme d'un parent. C'est assez fréquent quand même, la maltraitance sur les enfants, sur les petites filles et sur les adolescentes. Ah, merci de ne pas passer devant la caméra, tant pis. Trop tard. Donc, quand vous avez été intrusé dans vos frontières, qu'on vous a imposé quelque chose, qu'on vous a effrayé, menacé, forcément, il va y avoir ce réflexe de survie qui apparaît. Je vous rappelle les réflexes de survie, vous êtes en insécurité. Donc, vous allez soit fuir, si c'est possible de fuir, ou vous rétracter, vous retirer. S'il y a de la violence conjugale, par exemple, la petite fille, elle va se retirer on se fait tout petit, on se recroqueville et on attend que ça passe. Ça s'appelle le réflexe de fuite. J'essaye de me recroqueviller, je me recontracte sur moi, j'essaye de me cacher, en fait, pour que ça s'arrête. Donc ça, c'est la contraction, la rétraction, sortir, fuir. Vous avez le réflexe d'attaque, quand c'est possible. En général, c'est souvent impossible, cette réponse d'attaque. Donc la réponse d'attaque, c'est je vais répondre, je vais attaquer, c'est en général la réponse qui est inhibée. Donc ne pouvant pas fuir ni attaquer, la plupart du temps, qu'est-ce qui se passe ?
va se figer, c'est-à-dire on va appeler la dissociation, s'anesthésier, se figer. Donc c'est le troisième réflexe quand je peux ni fuir ni attaquer. Et ensuite, voilà, ensuite l'événement est passé, mais il n'est pas archivé. Le problème, c'est que nous, après, quand on travaille à l'âge adulte, c'est que les événements du passé sont dans le présent, puisque dans la mémoire traumatique va rester en trace je suis fautive, par exemple, parce que je n'ai pas pu me défendre. On va trouver en trace d'autres exemples. Je ne sais plus, j'ai perdu mes frontières, donc je ne sais pas répondre en attaquant l'autre, je ne sais pas mettre mes limites. Les frontières, c'est je ne sais pas, la réponse d'attaque, c'est je me défends si besoin est. Je ne me défends pas tout le temps, mais si besoin est, je sais me défendre. Ici, dans les mémoires traumatiques des abus, des viols, des agressions des hommes envers les femmes, surtout quand elles sont enfants ou adolescentes, par rapport au père, par exemple, eh bien, l'enfant, l'adulte, femme, ne sait plus se défendre normalement, marquer son territoire, répondre, recadrer l'homme, le partenaire homme, si nécessaire. Ou alors, elle est tout le temps en train de se méfier. Elle passe son temps, elle est en hypervigilance et à se défendre toutes les 5 minutes pour rien. C'est-à-dire, il y a de l'anticipation que l'homme va l'agresser, va lui hurler dessus, crier dessus, la critiquer, la juger, la dévaloriser, par exemple. Et en anticipant ça, elle passe son temps à se défendre, à être réactive, alors qu'il ne se passe rien ou pas grand-chose. D'accord ? Donc ça, c'est l'hyperméfiance qui s'installe suite à cette mémoire traumatique et qui finit par pourrir la relation parce que c'est excessif. Elle peut être excessivement colérique contre le masculin, puisque le masculin devient évalué comme potentiellement dangereux. Ça va recommencer. Et donc, je vais me défendre avant même que quelqu'un m'ait attaqué, que l'homme m'ait attaqué. Donc ça, c'est voilà, vous voyez les traces des impacts traumatiques, ce qui peut être excessivement gênant, parce que si vous commencez à être une femme un peu sorcière, agressive, quand vous êtes adulte, vis-à-vis de la majorité des hommes, alors qu'ils ne vous ont pas forcément fait quelque chose, ils vont répondre. Voilà, donc ça fait de la réactivité. Ou alors, si vous abaissez en inhibition, vous abaissez vos frontières en mode je ne sais plus me défendre, je ne sais plus répondre, recadrer, je me laisse faire, vous vous laissez faire, vous êtes en mode soumise. Donc, à force de vous soumettre, vous finissez sous les cailloux, l'autre prend le pouvoir sur vous et vous vous laissez faire parce que vous attendez un sauveur. Bon, ça, je le développerai plus tard. Parce que quand il y a eu des problématiques traumatiques des hommes vis-à-vis des femmes, c'est pas ça. Je ne suis plus sur mon truc. Je ne sais plus, il est, tiens. Vous regardez il est parti mon souci technique. Où il est mon... attends, il est où ? Non, il est là, sur page. C'est un PDF. C'est curieux qu'il soit parti. Document, là ? Voilà. Je vais le trouver. Je ne sais plus où il est, tiens. Attends. Ouais, c'est curieux, pourquoi il est parti, mon truc ? Bon, je ne trouve plus. Bon, écoutez, tant pis. Hein. Je chercherai tout à l'heure. Bon, voilà, je travaille dans l'impro, comme d'hab. Bon, c'est pas grave. Donc, j'étais en train de dire qu'il y a des impacts traumatiques. Je suis partie là-dessus, d'ailleurs, et c'est intéressant de le nommer. Donc cette hypervigilance, cette hyperméfiance vis-à-vis des hommes, ça va vous nuire en fait, soit en mode soumission, soit en mode attaque. Vous êtes une attaquante et donc par ultra-méfiance, vous devenez une attaquante. Ou alors vous résumez à être esclave, à être vraiment plutôt en mode soumise et c'est pas très sain non plus. Donc le problème des femmes qui ont une dent contre le masculin, c'est que à terme, elles ne vont pas pouvoir mener des relations saines et durables. Et donc, c'est très ennuyeux. À savoir qu'il faudrait quand même faire un travail si vous avez besoin de vous reconstruire, parce que souvent, j'ai des femmes qui viennent me voir et qui ont besoin, après, de se reconstruire. Elles disent « Ok, je me suis fait abîmer. » Enfin, bon, attention au vocabulaire que vous utilisez. D'ailleurs, j'étais en train de me dire... reprenez votre responsabilité. Plutôt que de dire «
pas, il m'a manipulé, il m'a forcé, il m'a ceci, il m'a cela, enfin voilà, à cause de lui, tout est dramatique. Reprenez votre pouvoir au niveau du vocabulaire, c'est jamais on ni il, c'est je me suis faite manipuler. Je me suis laissée manipuler, d'accord? Vous parlez toujours en mode je. Si vous reprenez votre responsabilité, sinon vous restez victime. Donc il faut apprendre à sortir du côté victime. C'est jamais l'autre qui vous a forcé à rester dans une relation. En tout cas, normalement, il vous reste, même si vous êtes avec un fameux pervers narcissique, il n'y en a pas tant que ça, mais quand même, il ne vous a pas forcé. Si vous y êtes retourné, c'est que vous vous êtes laissé attraper. D'accord? Il y a quelque chose de l'ordre de la confusion, mais parce que vous avez eu des problèmes avec vos frontières quand vous étiez plus jeune, donc vous avez du mal à repérer une personne qui vous veut du bien ou une personne qui n'est pas saine pour vous, qui ne vous correspond pas, parce que vous avez du mal avec ces histoires de limites. Et donc, à ce titre-là, c'est compliqué pour vous de pouvoir utiliser un vocabulaire sain, c'est-à-dire je suis celle qui me suis faite attraper par sa manipulation. Mais c'est pas il me manipule, parce que sinon vous accablez l'autre. À chaque fois que vous rendez l'autre coupable, vous évitez, vous vous positionnez en victime et vous évitez de reprendre votre pouvoir. Et ça, c'est très malsain. Donc l'invitation ici, ça va être vraiment dans les pistes, c'est de pouvoir redevenir actrice. Et dans ce temps de reconstruction, c'est effectivement de faire très attention aux images qui vous apparaissent, parce que après coup, vous avez des images, oui, c'était un salaud, il m'a fait ça, il m'a fait ci, vous parlez à vos copines, vous n'arrêtez pas de dire il m'a fait ci, il m'a fait ça, il m'a fait ci, il m'a fait mi. Donc les copines, elles sont contentes, elles cautionnent, elles vont dire oui, c'est vrai. Mais en aucun cas, vous reprenez, et attention, donc ne dites jamais ça, dites plutôt, vous pouvez le dire, mais soyez consciente que, voilà, je me suis fait avoir, je suis restée alors que j'aurais dû arrêter. Voilà. J'ai pas vu que, effectivement, les belles paroles ne correspondaient pas aux gestes, aux faits. Je me suis fait attraper. Voilà, c'est des choses comme ça que vous devez examiner. Mais sinon, en accablant l'autre, vous restez une petite souris face à un prédateur, quoi. Les hommes, c'est des prédateurs, c'est tous des méchants, et vous êtes des gentils souris qui vous faites attraper. Qu'est-ce qui crée justement cette ultra-méfiance des femmes vis-à-vis des hommes après une expérience toxique? C'est justement ce qu'on appelle les biais cognitifs. C'est-à-dire qu'il va y avoir, suite à une expérience plutôt longue, ou même, longue, pas que, quoi. Vous pouvez même passer quelques mois avec quelqu'un avec qui vous vous abîmez en relation. Vous allez avoir des biais, par exemple, un biais qui est connu, c'est le biais de confirmation. C'est-à-dire que vous allez confirmer votre croyance comme quoi, en général, les hommes sont potentiellement dangereux, ou des abuseurs, ou potentiellement manipulateurs, par exemple. D'accord? On ne peut pas leur faire confiance. Ou des menteurs. On entend ça aussi. Les hommes sont potentiellement menteurs, ou ils vont trahir, ou ils sont infidèles, ou on entend beaucoup de choses comme ça de la part des femmes. Pas que des violeurs, hein, on entend plutôt menteurs, manipulateurs, non engagés, des hommes volages. Même les hommes disent que les femmes sont volages, mais on entend beaucoup les hommes sont infidèles, ils ne peuvent pas rester, ils ne peuvent pas tenir sur place, voilà. Ils ont du mal à s'engager. On entend des choses comme ça. Donc ça, ce sont des biais. Si vous avez ces représentations, ça s'appelle des biais de représentation, c'est-à-dire vous avez une conviction par rapport à une norme sociale ou alors un stéréotype que vous entendez, et vous le vérifiez en confirmant votre croyance. Et si vous partez bille en tête dans une relation avec ce type de croyance parce que dans votre expérience précédente, vous avez souffert d'un homme avec qui ça s'est mal passé, vous risquez d'avoir ce type de croyance et vous allez les généraliser. On appelle un biais de généralisation. Donc vous allez, au lieu de dire cet homme-là, ou même s'il y en a 2 ou 3, des fois il y a des femmes qui me disent, moi je suis passée 3 fois par quelqu'un qui était maltraitant vis-à-vis de moi. Très bien, ça arrive, ou 4 fois, bon. Mais pour autant, ça ne veut pas dire que tous les hommes de la planète Terre sont des maltraitants, des violents, des manipulateurs. C'est les expériences. C'est pour ça que je dis, reprenez votre responsabilité. Les expériences que j'ai eues ont montré que je rencontrais des hommes maltraitants et je restais avec. Je n'arrivais pas à me protéger. OK ? C'était comme ça jusqu'à maintenant. Ce qui ne veut pas dire pour autant que tous les hommes vont avoir une conduite maltraitante, et qui sont tous maltraitants, parce que je dois apprendre justement, même si je les rencontre, à ne pas rester sans 7 ans avec. C'est-à-dire à avoir des évaluations correctes pour savoir me protéger.
Voilà, ça peut être cette ultra méfiance qui fait que je ne sais plus avoir des évaluations correctes, c'est ça qui est embêtant. Parce que je vais généraliser. Ça, c'est des biais, ce qu'on appelle des biais cognitifs. Vous avez des fausses croyances, des fausses pensées, et que vous confirmez, parce que si vous êtes certaine que vous avez affaire à un menteur, vous êtes tellement en vigilance que tôt ou tard, vous allez le choper sur un mensonge et vous allez dire, je le savais bien, tous les hommes, j'en ai connu 4, et donc la plupart, ils sont comme ça, la preuve, la preuve, la preuve. Voilà. Donc ça, c'est pas terrible. Regardez si vous ne terminez pas des relations toxiques avec des biais comme ça, des biais cognitifs. On appelle ça aussi des biais d'expérience récente. Si vous avez fait une expérience récente, c'est celle-là qui reste en mémoire. Par exemple, si vous avez été marié il y a 15 ans avec quelqu'un qui était plutôt un homme qui était doux, gentil, aimable et agréable, enfin qui n'avait pas de problématique particulière, bon, bah, c'est bien, mais c'est passé. Mais comme on enregistre et on a une mémoire des faits récents, vous pouvez garder en mémoire le dernier et avoir ce cœur brisé, et donc cœur protégé, et être du coup en ultra méfiance, parce que la dernière expérience prend le poids sur l'ensemble des expériences du passé. Ça s'appelle un biais des expériences du passé. On sait bien de savoir que ça existe, parce que ici, le fait d'être informé de ça, ça vous permet de mettre de la distance et de voir, est-ce que moi, je ne suis pas en ce moment prise par un biais de confirmation ou un biais d'expérience d'une mémoire récente ou un biais de généralisation, qui est une conviction. Ou alors on a les biais aussi de normes sociales aussi. Ça, c'est des biais, un autre type de biais cognitif, qui est, voilà, les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus. Et donc, à ce titre-là, les hommes sont émotionnellement, ne savent pas s'exprimer, ne sont pas émotionnels. Les femmes sont émotionnelles et pas les hommes. D'accord ? Donc, après, vous allez dire, tous les hommes ne savent pas s'exprimer, voilà, ce qui est absolument faux. Il y a des hommes qui font un travail sur eux et qui ont tout à fait une disponibilité, une compétence à être émotionnels et à pouvoir exprimer leurs émotions et en parler correctement. Donc faites attention aux biais de généralisation, à toutes ces problématiques de fausses croyances qui peuvent vous empoisonner. Et comme vous arrivez avec un filtre, un prisme avec ce type de croyances, vous allez les projeter et étant convaincu, vous allez vérifier que c'est vrai. Voilà. Ça, c'est assez malsain. C'est pour ça que je vous mets en garde. Ça fait partie des pistes comment refaire confiance aux hommes après. Voir si je ne repars pas avec un cœur complètement fermé, méfiant, brisé, desséché, et plus jamais on m'aura. Et donc, du coup, voilà, j'imagine que, voilà, je suis comme ça, ou alors je suis un petit oiseau fragile tombé de sa branche, et donc j'appelle quoi ? Les sauveurs. Donc pourquoi est-ce que les femmes fragiles, entre guillemets, appellent les sauveurs guerriers, ou les sauveurs Zorro, ou les sauveurs, les mecs alpha, quoi, les mecs qui veulent sauver les femmes, enfin pas que des alphas d'ailleurs, des mecs qui ont envie d'être indispensables aux femmes et d'aller leur sauver la vie, parce que c'est comme ça que ça marche, la petite chose fragile appelle le sauveur. Soit parce que, en tant que petite fille, vous avez eu un papa qui était extraordinaire, un chevalier servant, ce qui est plutôt mon cas, un galant, un chevalier servant, protéger la femme et la famille. Et donc là, vous avez un modèle de père, genre Dieu Tout-Puissant, quoi. Et vous vous dites, les hommes sont des protecteurs, et donc j'attends la même chose que mon papa. Ils devraient tous faire comme papa, d'ailleurs, c'est formidable. D'accord ? Donc ça, c'est ce qu'on appelle le complexe d'Oedipe, d'ailleurs. Et donc, ça va vous créer ce type de relation où vous allez attendre des hommes galants, protecteurs, voilà, que vous ne trouverez jamais, parce que la fonction de l'homme, c'est pas de vous protéger, c'est à vous de vous protéger pour votre vie. Bon, mais si au passage il vous protège, tant mieux, mais c'est pas sa fonction, quoi. Ou alors, deuxième modèle, vous avez eu un père dysfonctionnel, défaillant, soit trop autoritaire, soit négligent, soit défaillant, quoi, soit persécuteur, soit dévalorisant, soit qui vous mettait la pression sur le scolaire, enfin pour ce que vous voulez. Et donc, du coup, en grandissant, vous avez quoi ? Vous êtes dit, ah, moi, quand je serai grande, je trouverai le prince charmant, je vais me guérir, je dis bien me guérir, ou me faire réparer grâce à un homme qui sera complètement l'inverse de papa. Il sera tellement gentil, tellement doux, tellement engagé, tellement fiable, tellement honnête, tellement nanan, tellement tout l'inverse de ce qu'a fait papa d'ailleurs, qui était menteur, qui était méchant, qui était... Bon, bref. Et donc, du coup, vous allez projeter sur l'homme l'attente du sauveur. Petite chose fragile, attente sauveur.
Et vous ne pouvez être que déçu, déçu, déçu tout le temps, puisqu'en fait, ce n'est pas du tout la fonction, enfin, c'est des relations qu'on appelle symbiotiques, où vous vous prenez pour une petite fille et vous attendez un sauveur. On ne l'appelle plus le prince charmant aujourd'hui, parce que tout le monde me dit « Ah, mais non, il n'y a plus de prince charmant, ça n'existe plus, machin, tout ça ». En réalité, les femmes attendent toujours le prince charmant. Moi, c'est la majorité de ma clientèle, elles me disent « Mais non, je sais que le prince charmant n'existe pas. » Tu parles. À chaque fois que je les confronte, c'est toujours « Ah oui, mais je m'attendais à ce qu'il soit tellement ceci, tellement cela, et tellement, tellement présent, tellement attentionné, tellement disponible, et tellement nini, et il partage tout avec moi. » Bon, bref. Donc, il y a énormément d'attentes. Et en fait, elles attendent le sauveur. Et donc, du coup, après, il peut y avoir une dent contre le masculin à cause de cette attente magique, quoi, d'une pensée magique d'une petite fille qui attend le sauveur. Alors, c'est légitime parce que c'est fait pour se guérir. Hein. Donc, on s'y attend. C'est prévisible que quand il y a eu des manquements dans l'enfance vis-à-vis de la relation à l'homme ou aux hommes, ça peut être aussi s'il y a eu des viols avec, ou de l'inceste ou je ne sais pas quoi, pas forcément qu'avec le père. Hein. Donc, on peut s'attendre à ce qu'il y ait besoin de se guérir avec la jante masculine. Malheureusement, vous le savez, quand on a été maltraité enfant, eh bien, on va se remaltraiter. C'est-à-dire, comme on a perdu cet équipement des frontières, je ne peux pas attaquer, me défendre correctement. J'ai honte, je me sens honteuse. D'ailleurs, il y a la honte de ne pas avoir pu se défendre en général chez l'enfant. Ou la culpabilité, honte et culpabilité de ne pas avoir été correcte. Donc une mauvaise image de soi qui n'aide pas à se défendre. Donc la réponse à temps étant perdue aux oubliettes, eh ben forcément, cette jeune femme qui grandit va devenir adulte et va chercher à attendre un sauveur qu'elle ne trouvera pas, mais qu'elle va espérer. Et donc à chaque fois, il va y avoir toujours un écart entre son idéal et le réel. Et donc c'est ce qui crée des relations extrêmement malsaines où elle attire des personnes indisponibles, jouant soi-disant au prince charmant au début, par exemple, mais qui ne correspondent pas au réel tout le temps, parce que ça, c'est la période fusionnelle, mais après, bon, ça, je ne vous parle pas de pervers narcissique, c'est vraiment l'excès, hein, ou bon, là, on est vraiment dans la pathologie, mais la plupart du temps, les hommes qui font couple, à un moment donné, avec des femmes qui ont été maltraitées dans leur enfance, elles ont tendance à attendre tellement d'un idéal qu'elles ont tendance à se soumettre. Parce que la croyance, moi j'en avais une cette semaine, elle me disait comme ça, moi mon rêve c'est d'être avec un homme parce que quand je suis avec un homme, je passe des moments mais tellement magiques. Mais quand il me regarde, je me sens exister. J'ai l'impression que c'est tellement génial, c'est formidable, c'est la fille à la vanille, tu vois. Et c'est ce qu'il y a de mieux sur Terre. Voilà. Bon, moi je me connais, j'étais un peu comme ça il y a une époque. Et pourquoi parce que elle attend le sauveur. Et en plus, mais je l'ai confrontée, je lui ai dit, mais dans ta réalité, tu vis ça, c'est vraiment magique les moments que tu vis avec lui. Ouais, pas tant que ça. Hein. Des fois, il se regarde des séries, 1, 2, 3, alors une ça va, 3, 4, puis je me dis qu'il faut que je regarde avec lui, donc elle est en mode soumise, elle est en mode dépendante affective, vous avez compris. Je me dis que bon, quand même, si je veux le garder, il faut que je regarde avec lui, donc je regarde 3 séries, mais je m'en fous, ça ne m'intéresse pas du tout. Pendant ce temps-là, je fais pas autre chose, je fais pas parce qu'elle est danseuse. Il m'interdit de faire de la danse, de la pole dance, parce qu'il est jaloux. Donc, mais quand même, j'y retourne. Je sais, c'est pas bien, mais j'y retourne parce que quand même, c'est quand même magique quand même quand il me regarde et tout, et qu'il me dit que je suis gna, j'en peux plus, je monte au plafond. Puis après, il la redescente. Puis là, dans cette histoire, c'est un peu grave parce qu'il prend de la cocaïne et du coup, pour passer des moments magiques avec lui, elle prend de la cocaïne, sauf qu'elle fait des bad trips quand même dans cette histoire. Donc c'est pas si... Alors, je lui dis, mais la réalité n'est pas du tout conforme à ce que tu te racontes, qui est la croyance de base, qu'un jour je rencontrerai un homme avec qui ça sera tout le temps magique, parce que ce n'est pas tout le temps magique, la preuve. Oui, mais je sais, mais quand même, il y a une partie de moi qui veut s'en séparer, mais donc elle n'arrive pas. C'est le tableau clinique de la dépendance. C'est je sais rationnellement que ce n'est pas sain, puisqu'il m'empêche de travailler, je sombre dans la drogue, je ne fais plus rien, je reste chez moi, je ne vois plus personne. Mais en attendant, je n'arrive pas à me séparer. Parce que la croyance de base, c'est une croyance de petite fille qui veut se réparer auprès de la jante masculine et qui attend le sauveur. Et ça, c'était sa croyance de base. Et donc, elle ne croit pas qu'elle puisse se protéger par elle-même ou trouver de la joie ou de l'intensité ou je sais pas, ou de l'intensité ou de la joie de vivre ailleurs qu'en passant des moments avec un homme. Un homme, c'est ce qu'il y a de mieux sur Terre. Voilà. Donc ça, c'est les filles, j'appelle ça les filles à la vanille. Donc, ça fait de la peine parce que ça crée le côté dépendance affective et malheureusement, n'ayant pas pu mettre ses frontières quand elle était petite avec son père qui passait son temps à l'engueuler, à la critiquer, etc.,
ben, elle ne sait pas. Elle ne sait pas les mettre en disant ça oui, ça j'accepte, ben, ça non, je ne me tape pas 3 séries, je m'en tape une mini et encore pas forcément. Tant pis, j'irai avec les copines, ah ben non, tu n'as pas le droit. Ben, voilà. C'est apprendre ou à laisser, mais après, vous avez chez la dépendance affective, vous avez la peur de perdre. Hein. Si jamais je recadre, alors il va me dire qu'il me quitte. Et là, voilà, elle le quitte, mais enfin, elle ose pas parce qu'elle a peur de le perdre. Puisqu'elle se dit, sans homme, je suis foutue. Un, je ne serai pas protégée. Et deux, j'ai plus de joie de vivre. J'ai plus rien. Il n'y a rien qui m'intéresse. Hein. Donc, vous allez voir que pour sortir de ces affaires-là, il faut être en mesure de mettre ses limites. Donc, de recadrer correctement un homme voilà, ou une femme si vous êtes homo. Et puis, dans un deuxième temps, il faut arrêter d'avoir peur d'être seule. Parce qu'elle me dit, oh, mais je suis effrayée comme une enfant. Je suis effrayée si je vais être seule. Il n'y aura plus un homme pour moi, ou alors il faut que je m'en retrouve tout de suite un remplaçant, mais comment je vais faire bah, comment tu vas faire? Est-ce que tu peux passer 5 minutes d'un homme? Ah ben non, ça va être terrible, parce que c'est magique un homme, c'est tellement bien, quand il me regarde, j'existe. Bon, voilà. Donc c'est ça qu'il faut travailler, qu'il faut traiter. Alors, je le fais un peu, là, elle est un peu excessive ce cas, c'est un peu extrême, mais vous pouvez avoir des ressemblances, ou être passé dans des histoires comme ça, où vous êtes fait maltraiter. Hein. Ici, elle reste dans une relation toxique parce qu'elle ne peut pas se défendre correctement, parce qu'elle n'a pas pu, enfant, se défendre correctement. Et donc, elle ne sait pas le faire, et elle a peur de l'homme qui l'abuse, et elle se refait abuser tout le temps comme ça. Ouais, le micro est là. Bon. Oui, ça marche. Oui. Le sauveur, il n'y a que 2 cas de sauveur dans la forme parentale. Oui, il y a plein de sauveurs en termes de style. Où est-ce qu'on classe le père absent? Pas absent parce qu'il est mort. Le père absent, on va attendre le sauveur. Oui, le père négligent, le père absent qui n'est pas là. Oui. Ça fait partie aussi des traumas de maltraitance, la négligence. Hein, les parents qui sont tellement au boulot ou tellement pas là, ils ne se font pas exprès souvent, mais ils sont tellement absents que ça crée de la négligence et une peur de la solitude, puisque la solitude est vécue comme écrasante et effrayante en fait quand on est petite et que les parents ne sont pas là. Parce qu'il y a un âge où on ne peut pas gérer. Et donc, du coup, il va y avoir à la fois l'attente du sauveur, il y aura quelqu'un qui sera attentif à moi, donc l'attente d'un sauveur attentif, attentionné, gentil, présent, disponible, aimant, etc., qui est tendre et tout. Donc, quand même, quelqu'un qui est un peu il doit être beaucoup présent quand même. Donc, il y a des attentes hautes. Et puis, on va trouver aussi l'incapacité à vivre la solitude, parce que la solitude a été vécue comme quelque chose d'effrayant et sous une forme d'impuissance. Donc, à l'idée d'être à nouveau seule, sans un homme qui est attentif à moi, je suis déjà effrayée. Donc, c'est pour ça que c'est la même situation que ce que je disais au préalable. Je disais, mais ce sont que des anticipations. C'est à l'idée que je vais être seule, je ne vais pas gérer, ou c'est à l'idée qu'un homme va être violent, je ne vais pas gérer. Mais c'est à l'idée, pour l'instant, il ne se passe rien. Parce qu'il faut pouvoir mettre ses limites quand ça arrive. On ne va pas se protéger avant que quelque chose ne soit pas arrivé, en fait. C'est ça qui est sain. Quand on dit mettre des limites saines, c'est je suis en capacité parce que je sais me défendre. Donc, mais je ne vais pas le faire comme ça, juste parce que ça me fait plaisir. Je ne vais pas vous attaquer, il ne se passe rien. Donc, je n'ai pas de raison de vous attaquer. Mais voilà, donc c'est ça, c'est la même chose. À l'idée, c'est souvent à l'idée qu'il ne soit pas assez attentif, à l'idée qu'il ne soit pas assez... c'est souvent des anticipations et on est pris par des conditionnements, des schémas mentaux, parce qu'on les a vécus, donc il y a des mémoires. Et les mémoires, c'est des circuits à la fois neuronaux, somatiques, émotionnels. Et donc on est bourré de ça. Et du coup, on anticipe beaucoup que ça va mal se passer, puisqu'on est orienté sur le danger. Et on veut se réparer, en fait. Donc notre cerveau est orienté pour résoudre des problèmes. Il n'est pas orienté pour voir les choses bisounours, malheureusement. Donc on est là en train de scruter à quel moment je ne vais pas pouvoir trouver ce dont j'ai besoin. À quel moment... Voilà. Quand on n'est pas résigné, hein, sinon c'est je ne trouverai jamais un homme gentil, donc je laisse tomber, je reste toute seule jusqu'à la fin de ma vie, cœur brisé, mieux vaut être seule que mal accompagnée, ce qui n'est pas non plus une posture intéressante. Voilà. Donc ça, c'était pour l'histoire du sauveur, des attentes idéales, hein, d'attendre un sauveur, qui sont légitimes et prévisibles dès qu'on écoute, quand on fait, nous, les psys, l'anamnèse de l'historique de son parcours, de cette femme. Moi, je les ai en tant qu'adulte.
bah, voilà, je comprends très bien et on s'y attend en fait. Le diagnostic, c'est tout à fait évident qu'elle ne peut pas faire autrement que d'attendre un sauveur. Et c'est OK, il n'y a pas de jugement par rapport à ça. On ne se dit pas, bah non, pourquoi à ton âge, tu attends encore un sauveur. Non, bah non. C'est normal, parce qu'il y a ce besoin de se réparer. Le problème, c'est que comme on n'est plus des petites filles, on n'a pas besoin tant que ça. C'est pas vrai en fait. On n'a pas tant besoin qu'un homme soit attentif à nous toutes les 3 minutes, qu'il nous fasse des sourires, qu'il nous prenne par la main, qu'il nous prenne dans les bras tout le temps, parce que ça nous empêche de nous sentir autonomes et de faire sans. Parce qu'après, il y a une extrême liberté à pouvoir faire avec et sans. Donc pour moi, une relation, si vous repartez après une relation toxique dans une relation saine, c'est pas tout ou rien. C'est pas je vais faire avec un homme qui est gentil et qui sera tout le temps gentil avec moi et qui me prendra toujours la main, qui me regardera et qui me dira des yeux et des mots dans les yeux des mots d'amour. C'est un peu, vous repartez en mode symbiose là, en mode neuneu. Mais vous pouvez aussi profiter quand il y a de la tendresse, quand il y a des échanges intéressants, quand il y a des bons moments, hein, de profiter, de les savourer. Et en même temps, vous pouvez vous en passer en fait. Vous n'avez pas tant d'attente que ça. Donc c'est ça qui est la liberté, elle est je peux faire avec et je peux faire sans. Donc là, il y a une extrême liberté. Il n'y a pas d'attente idéaliste, d'attente du sauveur, de réparation, parce que vous avez été en mesure d'observer ce qui vous a manqué. Et ça, je fais toujours travailler comme ça, moi, à mes patientes, en leur disant regarde ce qui t'a le plus manqué quand tu étais petite. Si c'est de l'attention, c'est de la négligence, donc il n'était pas présent, en fait. Ici, il y a un manque de présence, de t'occuper, de jouer avec toi, de t'écouter, parler de tes problèmes, etc. Parce qu'il était affairé, donc indisponible. Donc il y a besoin, dans cette réparation-là, que l'homme m'écoute quand je ne vais pas bien, qu'il soit attentif, qu'il soit présent, éventuellement qu'il me prenne dans les bras. Enfin voilà, des choses qui m'ont extrêmement manqué, que je réclame aujourd'hui, mais que je réclame comme un dû. Comme si il faut que tu fasses ça. Sinon, je suis fâchée, moi. Ou je fais un caca nerveux, ou je boude, ou je sais pas quoi. Je ne suis pas contente parce que tu ne fais pas ce que je veux, et c'est normal, tu dois faire ce que je veux. Et c'est ça qui ne va pas. Voilà, c'est là où il y a ce manque d'autonomie pour moi. Et je dis, regardez, mettez sur un tableau avec des colonnes exactement les critères, ce que vous reprochez à votre père, ce qu'il ne faisait pas bien pour vous. Et remarquez comment vous attendez ça d'un homme. Et du coup, ces attentes sont excessives. Ce qui ne veut pas dire que vous ne pouvez pas les conscientiser et les nommer, et en profiter quand l'homme avec qui vous êtes propose ça. Mais ça ne doit pas devenir une exigence. Donc une attente n'est pas une exigence. C'est votre besoin en fait. Hein. Et vous serez moins déçu si vous le nommez en tant que besoin. Ouais, j'aimerais bien que ça se passe comme ça, j'aimerais bien que tu me prennes souvent dans les bras. S'il ne le fait pas, c'est pas grave, vous pouvez cadrer aussi. Hein. Quand on devient grand, on peut aussi dire, écoute, tu ne me prends pas souvent dans les bras. Moi, j'aime bien, parce que quand j'étais petite, je ne recevais pas. Donc, un truc que tu peux faire, c'est quand tu rentres du boulot, je te propose que tu me prennes dans les bras avant d'aller repas. Tu vois tu as le micro, je crois. Tu vois, vous pouvez aussi demander des trucs structurants. Par exemple, s'il n'y a pas assez de gestes de tendresse, tiens, est-ce que c'est possible qu'on fasse des massages, par exemple, de telle heure à telle heure? Vous pouvez demander des choses. Après, il dit oui, il dit non. Mais si vous savez proposer, vous êtes moins fâché contre le masculin qui ne fait pas ce que vous voulez. Parce que vous êtes aussi force de proposition. Vous êtes beaucoup plus proactif dans une relation saine en apprenant comme ça, au fil du temps. Avec vos expériences du passé, si vous êtes plus soumise, vous ne proposez pas grand-chose en fait. Vous attendez que l'autre, le mec, le sauveur, vienne vous entreprendre, qu'il soit à l'initiative, qu'il soit moteur. Ok. Mais c'est bien de partir de vous, d'être force de proposition, de dire moi, ce week-end, voilà, on a 2 jours à passer ensemble. Bon, c'est bien, mais on va faire quoi pendant ces 2 jours? Qu'est-ce que moi, j'aurais envie de faire? Et après, je te fais des propositions et on va mettre un cadre, on va créer un programme ensemble, par exemple. Et après, toi, tu vas me dire comment tu veux enrichir le programme. Est-ce que tu as envie ou pas de faire la balade ou la piscine ou je sais pas quoi? Ouais, je t'entends. Ouais, ça marche. Hein. Ok. Du coup, on parlait du papa dans les schémas émotionnels, mais est-ce que la maman, elle a aussi un impact Oui, là, j'ai parlé du père parce que souvent, la fille avec le père, hein, c'est quand même... un fondamental, hein, la relation père, il faut l'examiner quand même, comment était la relation père. En général, ce qui se passe, c'est le parent à qui je confie ma sécurité
qui va être le plus important. Donc, on va plus parler d'énergie père, parce qu'il peut y avoir une mère qui représente ton pilier de sécurité, qui, on va dire, c'est l'énergie père. Donc, la mère a de l'énergie père. D'accord ? Et donc, c'est tout à fait possible que la mère, qui soit plutôt donc une femme, représente ce pilier, donc on dit, elle est de l'énergie père dans ta mère. Mais donc, c'est la projection du pilier de sécurité. Parce que l'enfant va s'appuyer sur le parent qui, lui, paraît quand même, à vue de nez, le plus sécure pour lui. C'est-à-dire celui qui répond le plus à ses besoins, qui est le plus stable, qui est le moins, qui parle moins en cacahuète, quoi, vous avez compris. Donc c'est quand même le parent qui va choisir pour aller vers, même, mais quand les deux sont défaillants, c'est plus compliqué. Hein, il peut y avoir un grand-père, une grand-mère, enfin bon, bref, une tante, quelque chose qui passe par là, ou la famille des amis. Mais en général, c'est un des deux parents sur lesquels on peut quand même s'appuyer, qui est choisi inconsciemment par l'enfant. Et donc on parle plutôt d'énergie père ou d'énergie mère. Mais on examine de toute façon quand même la relation au père, même si ça s'est bien passé, pour voir quels sont les modèles, enfin dans ce modèle familial, qu'est-ce que tu as imprimé et embarqué de cette relation à ton père, dans ses valeurs. Si ça peut être mon père, mon héros, hein, donc je vais choisir des hommes à peu près du même genre, ou alors ça peut être l'inverse. Mon père, le menteur, il était infidèle avec ma mère, donc oh là là, je vais projeter que tous les hommes sont menteurs. Donc je me méfie des hommes qui sont menteurs et infidèles. Donc voilà, donc on va voir quand même qu'est-ce qui s'est passé entre ta mère et ton père dans leur propre histoire, pour voir de quoi l'enfant, fille, était témoin. Est-ce qu'il y a eu des disputes conjugales, enfin comment ça se passait, comment elle le vivait, hein, est-ce qu'elle devait intervenir, est-ce qu'elle se planquait, on va voir, enfin c'est pour les disputes quoi. Donc tout ça, ça va laisser des traces, et aussi sur les représentations projectives que tu vas te faire vis-à-vis de tous les hommes sur Terre. Le problème, c'est la généralisation. C'est à partir de là, si tu devais intervenir quand tu étais enfant pour séparer ton père et ta mère, tu vas continuer à faire l'intermédiaire, c'est-à-dire le médiateur. Tu vas même choisir des métiers de médiateur ou de médiatrice en général, hein, ou infirmière ou je sais pas quoi, parce que tu es habitué à jouer le médiateur dans cette famille-là. Voilà. Et c'est pas un rôle pour un enfant, mais il y a une représentation comme quoi les hommes sont un peu soit violents, soit ils savent pas faire. Il faut se mettre au milieu, quoi. Il faut intervenir. Bon bref. Donc toutes ces postures d'enfants vis-à-vis du parent opposé en général, mais aussi on va regarder comment s'est passée la relation avec ta mère, mais aussi entre les deux parents surtout. Et dans le système familial, avec aussi la fratrie, avec les autres enfants, il peut y avoir des fois des compétitions dans la fratrie pour gagner le regard du père. Donc on va voir comment il va y avoir des traces de ça dans les conditionnements chez la femme qui va devenir adulte, comment elle va rivaliser aussi avec les autres femmes, se mettre dans des histoires de rivalité, hein. Ça va l'exciter, mais en même temps ça va être souffrant. Donc on va voir toutes ces traces de ces dynamiques familiales d'enfance qui vont persister malheureusement à son insu, qu'on va appeler les conditionnements, et qui vont faire qu'elle va se mettre et rester trop longtemps dans des relations souffrantes, toxiques. Sauf qu'après, le problème, ce que je vois, c'est après elles se plaignent en fait. Elles disent ah oui, mais et accabler les hommes. Alors moi, ça m'embête toujours un peu parce que tous les hommes ne sont pas des salauds. Et si je me suis mise dans cette histoire, c'est parce que je répète quelque chose de mon affaire du passé que je dois cesser. Je dois d'abord la conscientiser, hein, regarder chez moi ce qui se répète, hein, et puis de voir comment je peux reprendre la main là-dessus pour la prochaine fois. Mais si je commence à accabler et être en hyper-méfiance pour toute la fin de ma vie sur tous les hommes, je suis mal partie en fait. Voilà. Ça, c'était ce que je voulais dire sur comment on peut se reconstruire. Il y a souvent des patientes qui me disent après une histoire toxique, je vais passer du temps seule avec moi-même, je veux surtout pas une histoire d'amour maintenant. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors souvent on me dit mais qu'est-ce que j'en pense? Bah, c'est bien et c'est pas bien. Les deux sont... Bah, qu'est-ce que vous en pensez d'ailleurs? Parce que moi je vais vous donner mon avis, mais j'entends souvent ce truc... J'ai une dent contre le masculin, tous les hommes sont... je risque encore de me faire avoir, je suis fragile, je ne suis pas assez solide, donc je vais rester seule pour me reconstruire. Ouais. Bah, personnellement, je pense que c'est la meilleure des choses parce que bah, du coup, on ne va pas se relancer dans une relation toxique si on n'a pas analysé ce qui s'est passé et ce qu'on veut.
Ça, c'est souvent ce que je dis. C'est une option. Je dis, si vous faites du remplacement, c'est-à-dire direct, je passe de l'un à l'autre, voilà. Vous faites pas de deuil. Et puis c'est surtout, vous résolvez pas le problème qui s'est passé juste avant, quoi. Enfin, ou avant. C'est-à-dire, vous n'allez pas analyser vous n'allez pas traiter, quoi. Donc ça, c'est une option. Mais je nuance toujours mes propos. Je suis jamais très. Il n'y a que ça, c'est vrai, restez seul. Et puis restez seul pendant un an, surtout un an. Avant un an, remettez rien en magasin. Non, je dis jamais des trucs comme ça. Ce serait un peu dogmatique. Donc c'est vrai qu'il y a un temps de reconstruction. Déjà, il y a un temps pour se remettre, hein, parce qu'au début, il y a beaucoup de ce qu'on appelle la libérance, il y a beaucoup d'obsessionnalité, vous y pensez tout le temps, vous êtes envahi, donc il faut un temps pour que l'autre ne soit plus dans le champ. Plus difficile quand, moi j'ai une de mes patientes en ce moment, qui ne peut pas faire un deuil parce qu'ils sont toujours, ils n'arrivent pas à divorcer, donc ils sont dans la même maison, donc elle le voit passer toute la journée, quoi, donc c'est compliqué. Mais si vous êtes à distance comme ça, si vous êtes séparés à distance, il y a un temps du deuil. Donc ça ne peut pas se faire en 2 minutes. Donc c'est vrai, je cautionne cette idée de se remonter sur son bateau et surtout pas forcément de se distraire. Et parce que si vous vous distrayez, c'est super, parce que vous revivez, enfin bon, c'est bien, parce que ça s'appelle une ressource, la distraction. Hein. Vous remplacez, vous trouvez un nouveau mec, vous mettez sur Tinder, crac, crac, hop, vous sortez ce soir, là, vous allez danser, hop, 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 ça y est, c'est reparti. Alors, c'est un côté sympathique, parce que c'est une ressource. Ça vous évite d'être obsédé, de passer votre temps et pourquoi, et avec qui il est, et il n'est plus avec moi, nanana. Bon, ça c'est pas mal. Et en même temps, ça vous empêche de faire ce travail de deuil et de réfléchir. Parfois, c'est là où j'interviens, où je dis, mais des fois vous êtes tellement obsédées, elles sont tellement en stress, il y a certaines femmes qui sont dans un stress majeur, hein, ou une dépression, monter tellement dans les tours, qu'il vaut mieux se distraire. Il y a une évaluation à faire. Se distraire, des fois, ça évite la chute vertigineuse. C'est-à-dire qu'elle n'est pas en mesure, il y a certaines femmes qui ne sont pas du tout en mesure d'arrêter de se distraire. En réalité, ce n'est pas le moment. Alors peut-être plus tard, elles seront un peu plus stables, elles auront fait un travail de thérapie, machin, hein. Mais là, des fois, c'est mouse, quoi. Vous arrivez sur des cas de figure où il y a vraiment la rupture amoureuse, ça fait... Enfin, même si elles arrêtent parce qu'elles ont décidé d'arrêter, mais des fois, il y a des chutes vertigineuses, quoi. Le système d'effondrement, on appelle ça. Donc, moi, je nuance mes propos. Et en plus, je me dis, bon, je leur dis, écoutez, si vous ne pouvez pas vous empêcher de consommer ou de retourner à la relation, allez-y, c'est pas grave. Hein. Le tout, c'est surtout ce qui va être important, c'est de faire un vrai travail de thérapie suivi et engagé pour créer un lien sain, un lien thérapeutique où elles peuvent s'appuyer dessus avec quelqu'un qui est sécurisant, bienveillant, avec qui il y a une alliance thérapeutique pour renouer un circuit comme quoi on peut trouver des personnes avec qui on a un échange bienveillant et sain et sécure. Voilà. Mais moi, je prends les personnes, les femmes à l'endroit où elles sont. Je n'essaye pas de leur mettre un challenge parce que parfois, elles sont tellement abîmées qu'elles n'ont pas trop de choix, en fait. C'est ça le truc. Donc, il faut rester un peu humain. Mais c'est vrai qu'un travail de reconstruction est important à faire et surtout de gestion de la solitude. Parce que si je repars direct dans une relation, je n'ai pas du tout l'occasion d'expérimenter le fait que être seul, enfin célibataire on va dire, c'est pas un drame en fait. Ça peut être très quiet, ça peut être vraiment délicieux même. C'est pas forcément un truc horrible, angoissant, comme quand j'étais petite, parce qu'on m'a laissée toute seule et c'était un cauchemar à l'époque. Donc ça doit être découvert et vérifié dans l'expérience. Ça ne peut pas se faire si je suis distraite toutes les 5 minutes, en faisant la fiesta, en m'agitant dans tous les sens, en sortant, en consommant, en draguant, machin. J'ai pas le temps, quoi. Je peux pas. Je suis en mode agité. Donc voilà. Mais prendre la personne à l'endroit où elle est, c'est quand même pas mal. Donc ne vous mettez pas quand vous êtes très abîmé, ne vous mettez pas des idéaux très élevés. Voilà. Restez humble dans comment vous êtes bienveillant et doux avec vous-même. Et en même temps, c'est important de vous engager dans un travail de thérapie pour ne pas partir justement avec cette dent contre le masculin, cette généralisation, cette espèce de truc d'hyper-méfiance, où vous repartez soit comme avant, en mode je vais croire au prince charmant et je me soumets, je répète un truc de soumission tôt ou tard, ou déçu parce que c'est pas le prince charmant de nouveau, ou il va me manipuler, je retombe encore toujours sur des manipulateurs, donc je vais finir seule avec mes chats, c'est terminé pour moi. Tous les mecs, il n'y en aura jamais un pour moi, c'est fini.
Donc voilà, j'entends souvent ça, c'est pour ça que je vous le dis. Et donc, mais ça, c'est une norme sociale. Ça fait partie des préjugés, des normes sociales. On entend, parce qu'elles sont inquiètes. Il y a beaucoup de femmes, après les expériences toxiques, qui sont inquiètes à l'idée de finir leur vie seule, sans compagnon. J'en ai un paquet comme ça, hein, qui me disent, mais là, oh mon Dieu. Et mes copines me disent, mais non, il faut que tu rencontres, tu ne vas pas finir seule, c'est pas bien, regarde, moi je suis en couple, sur les réseaux sociaux. Cheese, nanana, moi c'est trop bien et tout, j'ai tout, tata, et toi, pas toi. Et donc vous êtes là en train de vous dire, il y en a qui s'éclatent, enfin, qui sont en couple, ils ont l'air tellement heureux, et moi, je vais finir seule avec mes chats. Une catastrophe, et donc j'en vois un paquet comme ça qui défile, hein. Donc il y a quand même quelque chose de ça, arrêter d'anticiper, c'est des schémas mentaux. N'oublions pas que c'est normal que ça se passe comme ça, parce qu'il y a une norme sociale du couple, hein. Le couple est vu comme, je crois que je parlais de ça à la dernière conférence, comme étant un vecteur de bonheur, un vecteur de stabilité, hein. Et donc c'est possible que ça se passe comme ça, mais c'est possible que non. Et les femmes qui ont été abîmées dans des relations toxiques, qui sont passées par là, elles n'ont pas eu l'impression qu'elles se sont stabilisées, elles ont eu l'impression qu'elles se sont instabilisées plutôt. Donc comme elles ont besoin de plus de stabilité, ben, j'arrive au point où, d'ailleurs le point que je voulais travailler avec vous, qui est, il faut apprendre à savoir poser des limites. Et donc c'est pas à faire confiance en l'autre, parce que faire confiance en un être humain, c'est compliqué. Vous pouvez. Sauf qu'un être humain, c'est un être humain. C'est-à-dire, c'est comme vous. C'est pas fiable. Parce qu'on est des incohérents, on est contradictoires, on est incohérent. Un jour, on est sincère, c'est toujours je t'aime, c'est la vérité du moment. 10 jours, 3 ans après, je dis je t'aime ou je t'aime plus, mais c'est la vérité du moment. Puis ça ne veut pas plus dire vrai que là-bas. Enfin, bon, voilà. Donc, on ne peut pas donner une totale confiance en un être humain, puisque par nature, l'être humain n'est pas fiable et illimité. Hein, nous sommes des êtres limités. On aimerait être archi-fiable, mais voilà, on n'a pas le contrôle sur notre propre fiabilité. Il y a même des personnes qui me disent « Ah oui, mais moi, je serais fidèle à vie, à vie, à vie. » Puis alors, à un moment donné, paf, ça part en cacahuète, là, se met à être infidèle. Mais comment ai-je pu pas possible. Moi, jamais j'aurais pensé de moi-même que j'aurais pu être infidèle. Mais elle est passée par là. Incroyable. Bon, voilà. Donc, on ne peut pas présager même de nous-mêmes. Donc, avoir confiance en quelqu'un, c'est pas une bonne idée. C'est pas non plus une bonne idée d'avoir une ultra méfiance vis-à-vis de quelqu'un, mais une juste mesure. Ni être complètement naïf, ni être complètement naïf avec fascination. Je peux pas être naïf en mode ah oui c'est sûr, c'est le bon, ça y est, j'ai le gros lot. C'est garanti à vie. Ni être complètement méfiant. C'est des excès en fait. Donc c'est au milieu. Mettez la barre au milieu. C'est apprendre à être sur vos gardes, de ne pas avoir une totale confiance en l'autre. Et donc, pour éviter d'avoir une trop grande méfiance ou une trop grande confiance, il va falloir quoi, à votre avis? Réfléchissez 30 secondes. Qu'est-ce qui va être aidant? Oui, la lucidité. Et la lucidité, elle est amenée par... C'est quoi la compétence? Hein? Non, la vigilance, c'est la méfiance. Non, la vigilance, c'est pas forcément ce qui va aider... C'est plus de l'observation du factuel, d'ailleurs, hein, que de la vigilance. Ah non, la vigilance, c'est alerte rouge, j'anticipe que, je suis méfiant, là, là, 22, oh là, il a fait une tête, là, je suis sûre qu'il me ment, là. Oh là, je suis sûre. Moi, je dirais le lâcher-prise et la confiance. Non plus, parce que c'est la totale confiance, donc c'est ni l'un ni l'autre. Ni faire complètement confiance, c'est ce que j'appelle la naïveté, ni faire complètement méfiance, c'est-à-dire l'hypervigilance. Hein. Là, bon... donc c'est ni l'un ni l'autre. Je parlais d'une compétence. Ah, pardon. Ouais, je dirais l'apaisement et le détachement. Non plus, parce que là tu es en mode évitement, qui est une stratégie d'évitement, qui est cœur brisé, appel, moi, de loin. Voilà, moi je ne vais pas trop m'impliquer émotionnellement. Je vois ça de loin. Ouais, pourquoi pas? Oh, tu veux venir vers moi? Bon, vas-y mon gars, mais bon, moi je suis pas très chaude, hein. Je vais... de loin, voilà, j'y vais pas. Bon, j'y vais pas trop, hein. Voilà, bon, c'est un peu, voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle les stratégies d'évitement. Il y a plusieurs manières, d'ailleurs, après une relation toxique. Ça, c'est le détachement, c'est un peu de la dissociation, donc c'est des stratégies comme ça, pour éviter de s'abîmer à nouveau. Donc ça, c'est pas sain. Je vous le conseille pas. La stratégie de prendre le pouvoir, ce qu'on va voir chez les clivés, profil du clivé,
qui est pour éviter de me faire avoir, c'est moi qui vais contrôler maintenant. Donc c'est moi qui vais prendre un gentil et je l'aurai à ma botte. Il va se soumettre, il fera tout ce que je veux, nananaire. Donc, et moi je vais le définir, et moi je vais machin, et voilà. Et donc prendre le contrôle sur l'autre, c'est une manière, voire de l'humilier ou de le critiquer, etc. C'est une manière de gérer par vengeance les relations où on s'est fait abîmer, d'accord ? Je ne serai plus soumise, maintenant c'est moi ici qui prendra le pouvoir, d'accord ? On est toujours dans les prises de pouvoir. Autre stratégie compensatoire, qui est assez malsaine, des personnes qui se sont faites abîmer dans des relations toxiques. Donc j'y vais pas, ou j'y vais en mode contrôle, ou j'y vais en mode méfiance, ultra méfiance, donc c'est pas ça non plus. Je dirais mettre des limites. Voilà, c'est une compétence. Je parlais d'une compétence, merci. Donc je vais vous apporter ça dans cette conférence, cette compétence d'apprendre à poser des limites saines. Alors poser des limites saines, c'est pas poser des limites en mode bagarre, en mode conflictuel, en mode stop. Voilà, c'est des limites saines. Mais encore faut-il savoir c'est quoi une limite en fait. Ouais. Ok, en fait, moi je vous entends, mais il me semble, si vous me permettez, qu'il manquerait une étape. L'étape serait avant de mettre des limites, savoir que la personne qui est déjà passée dans une relation de soumise, éventuellement vous disiez avec un pervers narcissique, elle-même, elle a un problème de repérage. Donc la première chose serait peut-être qu'elle puisse repérer, et ensuite commencer. Et si elle dit que déjà elle a balisé le terrain, vous voyez que c'est déminé, voilà, il n'y a pas de danger. Bon, elle commence à construire et à mettre des limites, mais c'est rien d'insère. Voilà. Je pense que c'est important de le préciser. C'est vrai que quand elles viennent chez moi en consultation, après cette relation toxique, elles ont travaillé, enfin elles ont examiné le tableau clinique de c'est quoi, par exemple, si vous parlez du PN. Bon, j'en ai pas toutes les 5 minutes non plus des PN, mais elles ont vu que elles ont arrêté. Donc si elles ont arrêté, c'est qu'elles ont compris qu'elles avaient eu affaire à un PN et elles avaient lu tout le tableau clinique. Il y a pas mal de cons, j'en ai fait une là-dessus, mais il y en a plein des gens qui ont travaillé là-dessus. Donc il y a un tableau, tu vois, il y a des critères. Donc en général, elles sortent de là, elles savent qu'elles ont traîné dans cette relation et qu'effectivement elles se sont faites avoir par ces traits-là. Donc elles sont plus en mesure, mais c'est juste, elles sont plus en mesure de repérer. Effectivement, c'est des connaissances. Hein. Je sais comment repérer quelqu'un qui peut abuser. Parce qu'il va faire ça, je vais me faire avoir là. Mais effectivement, ça s'appelle plus des connaissances à acquérir à partir d'expériences vécues. Donc, c'est des informations. Et ça, c'est avec ton mode adulte. Tu vas aller investiguer, chercher des infos sur Internet. C'est quoi un pervers narcissique? C'est quoi un manipulateur? C'est quoi un narcissique? C'est quoi... voilà. Donc c'est intéressant de voir ça et de voir aussi pourquoi, moi je fais toujours ce travail-là, hein, même si elle a repéré que c'était par exemple un PN, pourquoi elle s'est tellement soumise en fait, elle s'est fait attraper par certaines manipulations, mais elle aurait pu arrêter bien avant. Parce que l'idée, c'est de ne pas répéter, c'est de pouvoir effectivement mettre un temps d'observation. C'est normal qu'il y ait de la méfiance quand même, hein. Il ne s'agirait pas de retrouver de la naïveté, mais l'observation factuelle, si tu vois. En fonction, ah oui, ok, il me fait des beaux discours, maintenant j'attends les faits. Et en fonction des faits, donc il y a un temps d'observation, je vois si c'est congruent, voilà. Est-ce que c'est pas gna gna, puis après, pam, est-ce qu'il m'isole pas, enfin voilà. Et là, si je me laisse isoler cette fois, c'est que je suis responsable d'arrêter mes activités, d'arrêter de voir mes amis, c'est là où je suis plus lucide en fait. Mais parce que j'ai eu effectivement ces connaissances. Donc ça, merci de l'avoir dit, parce que j'avais complètement oublié. C'est vrai que moi, elles arrivent après, en général. Donc je pensais plus à, oui, donc j'allais dire, ce temps d'observation. Hein, on ne repart pas dans une nouvelle relation comme ça, bille en tête, voilà. Donc il y a un temps d'observation, je dis souvent 4, 5, 6 mois, 1 an. Et une compétence à mettre des limites. Et donc à se faire confiance en soi dans cette compétence. Je me fais confiance dans mes appuis internes. C'est pour ça que je n'ai plus jamais peur de retourner à une relation et que je n'évite pas la relation en mode... froide et desséchée ou distante, mais plutôt parce que je sais que je suis capable de mettre des limites au moment, si jamais quelque chose de louche arrive, si je me fais abuser, alors à ce moment-là, je pars confiante en moi, dans mes appuis, voilà, dans mes acquis, dans mes appuis, dans mes connaissances aussi, comme elle vient de le dire, parce que je sais ce que c'est que de me faire attraper, donc je suis au courant maintenant, donc je pars dans mes appuis.
Et aussi parce que j'ai fait un travail souvent en thérapie, et donc je sais que j'ai plus besoin d'attendre un sauveur ou de me soumettre à un homme parce que j'attends un sauveur ou parce qu'il est gentil 3 minutes, et donc je réclame 3 miettes d'amour parce que je me trouve moche, inintelligente et inintéressante, et donc mieux vaut être mal accompagnée que seule. Ben voilà, je te le fais en cours, mais c'est un truc comme ça. Et donc voilà, donc j'observe. Et alors les compétences, je vais développer un peu là les compétences des limites à poser. Il peut y avoir plusieurs types de limites qu'on peut poser parce que ça dépend comment on se fait abuser ou intruser. Il y a plusieurs formes de manipulation, d'abus. C'est pas forcément un abus. Souvent, on a l'habitude de dire les abus, c'est la violence. C'est-à-dire quelqu'un qui t'écrase, qui veut te dominer, qui veut prendre un rapport de force, qui veut avoir raison sur toi. Ça c'est une forme. Hein. Quelqu'un qui veut toujours avoir raison et qui ne t'écoute pas. Voilà. On a l'habitude de penser, quand je dois poser des limites, c'est parce que voilà, il veut avoir raison, il va prendre le contrôle, ou alors il m'insulte, ou il me critique tout le temps, il me dénigre, il me dévalorise. Ça, c'est une forme. Mais il y a une autre forme qui est la négligence, qui est plus sourde en fait. C'est plutôt, il fuit dans la rue, j'envoie des textos, il ne répond pas, ou il répond une fois tous les 15 jours. Voilà. Je sais pas, on est ensemble dans la journée, et puis on est ensemble, puis d'un coup il disparaît, sans dire ce qu'il fait, il part sur son téléphone, et moi je l'attends. Bon, j'attends. Ou alors il dit qu'il va arriver à telle heure, et finalement je l'attends encore pendant 1 heure. Je n'ai pas d'infos. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle de l'abus par négligence. On ne sait pas parce qu'on ne s'en rend pas compte, parce que c'est moins connu. Mais ça fait aussi des espèces de manipulations, des trucs de c'est curieux, c'est pas tout à fait normal que ça se passe comme ça, mais je n'ose pas mettre des limites à quelqu'un parce qu'il peut être par ailleurs gentil. C'est pas souvent fait exprès, c'est pas très. Ça, les personnes, elles abusent, elles sont en système de défense, ceux qui abusent, qui rentrent dans vos frontières. Soit elles perdent le contrôle par impulsivité, agressivité, parce qu'elles sont en réponse d'attaque, parce que petit, il y a eu des problèmes, ou elles sont en réponse de fuite. La négligence et la fuite. C'est je crois que l'autre attend tellement de moi, par exemple, que je ne réponds pas à ses messages. Parce que rien qu'à l'idée de répondre, d'ailleurs, j'en peux plus. Là. Donc je répondrai dans 2 jours, dans 3 jours, peut-être dans 4 jours. Tiens, voilà, je vais répondre dans 4 jours. Il faut que je réponde. Voilà. Mais ce n'est pas forcément de la lâcheté, c'est je me sens envahie ou je me sens oppressée par des attentions. Parce que quand j'étais petite, on me mettait tellement la pression pour rendre des comptes que là, maintenant, voilà. Mais c'est quand même un abus. Donc c'est important de savoir recadrer et d'apprendre à recadrer correctement. Parce que souvent, vous n'avez pas appris à faire ça. On n'apprend pas à faire ça, en fait. Donc, ça peut être extrêmement intéressant de voir, mais c'est quoi ma manière de me faire abuser? Comment je laisse l'autre prendre le pouvoir sur moi, plutôt que de rester la victime et d'avoir une dent contre le masculin jusqu'à la fin de ma vie, en disant ils sont tous comme ça. Je peux voir comment je me laisse abuser de manière non opportune et que je ne sais pas recadrer correctement. Mettre une limite en confrontant dans l'adulte. Mettre une limite, c'est confronter en mode adulte. C'est pas l'engueuler, c'est pas lui dire t'es complètement nul, là, tu m'as gueulé dessus. Mais enfin, non, c'est plutôt regarde, tu me parles mal. Et là, moi, j'ai besoin qu'on parle en mode adulte-adulte, par exemple. Donc on confronte l'autre, pas à chaud en général, mais plutôt à froid. Parce qu'à chaud, ça ne donne rien. Quand les gens sont excédés ou qui sont dans des passages à l'acte, on n'obtient rien. Donc plutôt, on fait du recadrage souvent après, en mode adulte-adulte. C'est-à-dire faire réfléchir l'autre sur son comportement. Parce que sur le coup, on ne va pas obtenir grand-chose. Mais ça peut passer par l'écrit. On peut recadrer à l'écrit. Ça s'appelle mettre des limites. Mais faire réfléchir, analyser, traiter quelque chose qui a été abusif pour vous, qui vous a semblé inadmissible. Parce que si vous rentrez dans la réactivité, par exemple, quelqu'un vous critique, vous dénigre, vous dites, mais enfin, ou vous justifiez, mais c'est inadmissible, mais comment tu peux me parler comme ça, nanana, nanana. Bon, oui, il va s'exciter. Ça va faire de la réactivité. Donc ça, c'est pas terrible. Il vaut mieux attendre un peu, ça retombe, et puis un jour après, ou le soir même, ou je sais pas, faire un travail de communication plus saine. Donc vous allez voir, évidemment, mais je le dis tout le temps, dans le couple, si vous voulez repartir dans une relation, il faut de la communication adulte-adulte, quoi. Où vous pouvez chacun, à un moment donné, vous exprimer dans un espace sécurisé, où chacun se sent en sécurité, pour parler de qu'est-ce qui s'est passé et comment se fait-il que tu es rentré dans mes frontières, en fait. Là, c'est de l'abus, là, dénigrer, c'est aussi de l'abus. Hein. Tu me dévalorises, tu me critiques. Autre forme d'abus, c'est je sais pour toi ce qui est bon pour toi.
Donc moi je sais mieux, tu dois faire ci, tu dois faire ça, tu dois pas faire ci. Nanana. Quand tu étais petite, ton papa était comme ça, donc maintenant tu dois faire comme ça parce que maintenant, nanana, et vas-y que je te raconte toute ta vie et comment tu dois t'y prendre parce que moi je sais. C'est des prises de pouvoir. Donc ça c'est aussi des formes d'abus. Il y a en autre abus, il y a là il faut recadrer. Hein. Je vous donne des exemples de poser des limites. Les doubles discours. Je te dis que je t'aime, et puis 10 minutes après je suis violent, ou je te demande d'arrêter de voir tes amis, ou de boire un coup avec tes ex. Ou alors je suis en couple avec toi, je suis engagée avec toi, mais je pars draguer les filles, voilà, donc je me comporte comme un célibataire. Alors voilà, ça c'est les doubles discours, ça c'est aussi des manières de prendre le pouvoir. Enfin, c'est des manières de... Là, il faut poser des limites. Vous avez effectivement toutes les formes de manipulation, par trop de colère, par au contraire effectivement des mensonges, choses comme ça. Donc à regarder aussi comment sans passer dans parce que je pensais aux mensonges et de voir comment souvent les femmes qui ont affaire à des hommes qui mentent, comment elles deviennent contrôlantes et pénibles en fait, parce qu'elles sont comme des flics en fait, elles sont là et elles font pas exprès parce qu'elles sont tellement en insécurité qu'elles sont en réponse d'attaque. La réponse d'attaque étant je regarde dans son téléphone, j'arrête pas de lui dire mais pourquoi tu la vois encore et qu'est-ce que tu fais, là on est sur l'infidélité et du coup c'est des réponses pour se mettre en sécurité, la réponse d'attaque. Rappelez-vous, bien souvent on est en fuite ou attaque. Et ce sont des réponses qui ne sont pas adéquates en fait. Pour mettre des limites, c'est pas comme ça qu'on met des limites à quelqu'un. Quand vous êtes en survie, cerveau reptilien et limbique, vous n'êtes pas en mode adulte-adulte. Donc c'est pas du recadrage sain, voilà, je vous le dis. Donc il faut apprendre à laisser un peu retomber le soufflet, c'est-à-dire augmenter chez vous un sentiment de sécurité pour communiquer avec votre partenaire, s'il y en a un, en mode ok, en mode adulte-adulte. Voilà. C'est pas simple comme travail, mais ça vous demande de l'observation sur vous-même, de voir je suis trop en insécurité pour parler de manière adéquate. Donc je vous invite, si vous voulez apprendre à poser des limites, d'éviter l'impulsivité, d'éviter de répondre au tac au tac, parce que vous avez envie de vous défendre des fois, souvent. Tiens, il m'a attaqué, donc je vais lui balancer ça, et puis il va prendre ça, et puis c'est pas vrai, nanana. Et là, vous êtes, voilà, vous risquez d'avoir des réponses qui ne sont pas du tout adaptées parce qu'elles ne sont pas réfléchies. Et elles sont dans le cerveau de la survie. Donc faites attention à ça, ce n'est pas un conseil que je vous donne. Attendez un peu, il vaut mieux prendre un temps pour analyser, traiter l'information, la séquence, comment ça s'est déroulé, et puis ensuite confronter un peu plus tard, ou à l'écrit si vous préférez. Mais sinon, ça ne sert à rien. Voilà, sur la question de poser ses limites pour repartir sur une relation de confiance, parce que la seule manière de pouvoir, après des relations toxiques, et là je parle pour les femmes, puisque je suis sur le sujet des femmes ce soir, eh bien c'est de repartir sur des bases de confiance, justement, d'anticiper que ça va être possible de remettre des bases de sécurité dans un couple et pas des bases d'ultra-confiance ou d'ultra-méfiance. Parce que le couple ne peut fonctionner de manière durable que s'il y a de la sécurité. Sinon, ça ne marche pas. Donc la sécurité, ce n'est pas la toute sécurité non plus, hein, ce n'est pas la garantie. Hein, c'est pas ping, je suis avec lui, c'est mon sauveur, et grâce à lui, il sera toujours là pour moi, il va veiller sur moi. Ting. Non, c'est pas ça non plus. Mais c'est des bases de sécurité dans le sens où vous vous sentez pas... vous n'avez pas besoin de poser vos limites toutes les 10 minutes. Vous ne vous sentez pas agressé, vous ne sentez pas que l'autre prend le pouvoir, que l'autre est là mais qui va partir, que voilà, vous vous sentez tranquille, détendu. Voilà. Et donc là, vous pouvez partager avec joie. Parce que si vous êtes en insécurité, vous êtes comme ça tout le temps, vous n'allez pas pouvoir partager grand-chose. Partager des petits moments, des petites miettes, quoi. Voilà. Mais c'est possible de repartir, et c'est ça mon message du soir, de pouvoir repartir dans une nouvelle histoire, bon après un temps de reconstruction comme on l'a vu, hein, où vous pouvez mettre des limites beaucoup plus facilement qu'avant, parce que vous avez appris à gérer votre solitude, vous n'êtes plus une angoissée de la solitude, je vais finir seule avec mes gens, comme ça. Non, vous êtes tranquille, vous pourrez finir seule, tout ira bien. Vous n'êtes pas angoissé, donc vous vous sentez en sécurité maintenant pour votre futur, avec ou sans couple.
Et puis, donc ça c'est un essentiel. Et puis, puis vous apprenez à mettre des limites au fur et à mesure. Donc si vous apprenez à faire ce travail, vous vous faites confiance, vous avez des appuis internes, vous savez que vous n'avez pas besoin de garder un mec 107 ans si ça ne va pas bien, mais vous n'êtes pas obligé de le virer non plus à la première minute où ça ne va pas, parce que personne n'est parfait. Donc vous arrivez beaucoup plus à nuancer les choses et à communiquer surtout de manière saine, dans des espaces sécurs. Il faut apprendre à faire ça. C'est extrêmement important, cette communication sécurisée, où chacun parle à tour de rôle, ne s'interrompt pas, ne se justifie pas. Il n'y a pas un vrai dialogue, il n'y a pas de dialogue, il y a juste des questions où chacun peut parler dans un espace sécur, sinon ça ne marche pas. Le problème des couples qui ne mettent pas ça en place, c'est qu'ils ne parlent pas des problèmes qui émergent au fur et à mesure de la relation, et après il y a des passages à l'acte. Parce qu'il y a des gens, là on parlait des modes défensifs, je vous parlais vous pouvez avoir des relations toxiques avec des hommes qui sont violents, abuseurs, qui dénigrent, etc., ou critiquent, et vous pouvez avoir des relations toxiques avec des hommes qui ne disent jamais rien, qui sont tout gentils, et qui disent tout va bien ma chérie, je t'aime, et puis au bout de 10 ans, j'en ai une comme ça, au bout de 10, 15 ans, 20 ans, ah bah non, ça y est, alors je suis partie avec une autre, ou je suis partie parce que je ne t'aime plus. Mais c'est pas je t'aime plus, j'ai jamais rien dit de ce qui n'allait pas. Je disais que tout allait bien, donc je ne disais rien en fait. Donc c'est aussi une forme d'abus par le silence. Je ne dis pas, on fait du déni, on ne veut pas voir qu'il y a des problèmes, passif-agressif. Et donc il y a une explosion qui apparaît, un passage à l'acte qui apparaît à la fin, parce que tout a été retenu en fait. Il n'y a pas eu de communication. Donc cette histoire de communication, mettre ses limites, pouvoir parler, se dire, etc. Je faisais une formation là, que j'ai terminée hier, qui était Oser être soi face à l'autre, formation en ligne, qui traite ça en fait, qui dit, et on a traité la dernière partie, c'était apprendre à mettre ses limites de manière correcte. Et c'était le passage le plus compliqué pour tous mes participants en fait, parce qu'ils sont mal à l'aise avec ça, ils ne savent pas faire, ou ils ont une représentation assez floue de c'est quoi poser une limite. Il y en a qui disent mais moi je veux tout, je veux tout est toujours possible, je veux renoncer à rien, je veux mettez-moi quelqu'un de parfait, mettez-moi le sauveur, le prince charmant, et voilà, j'y ai le droit, je mérite le bonheur, mais bon, alors ça c'est n'importe quoi. Ou alors on avait, donc c'était je veux l'illimité, je mets pas de limite, bon. Et vous avez après l'inverse qui est je mets des limites tout le temps, je suis tellement méfiante que voilà, il va me mentir, il va me trahir, machin. Donc voilà, donc je laisse rien passer, je suis toujours en train de recadrer et donc là je deviens la chiante en fait. Et après les hommes, les femmes sont toutes des hystériques parce que voilà, ça c'est donc les hommes sont vus dans les préjugés, les stéréotypes comme des potentiels abuseurs, des dominants, des contrôlants, des hommes qui vont prendre le pouvoir sur les femmes en fait. Dans l'histoire du patriarcat, c'est ce qu'on voit apparaître comme stéréotype. Et du côté du stéréotype du féminin, on voit les femmes sont des émotionnelles hystériques en fait. Depuis Freud, elles sont vues comme des nanas féminines, douces. La féminité, elles doivent être désirables, douces, un peu neuneux, un peu que connes, là, il ne faut pas trop qu'elles la ramènent. Donc bien pour la maternité, séduisantes toute leur vie, et surtout pas trop chiantes. Voilà. Elles ne ramènent pas trop, donc un peu écrasées. Ça, c'est les stéréotypes. Hein. Et le féminin aussi est vu comme devant dans le côté négatif du féminin, elles sont hystériques, quoi. Vous connaissez l'histoire, ce qui ne veut plus rien dire du tout d'ailleurs aujourd'hui, mais elles sont émotionnellement labiles, elles en mettent de partout, elles poussent des cris, mais qu'est-ce qu'elles ont, voilà. Donc ça, c'est vu comme ça du côté des hommes et vu comme voilà. Bon, après ça dépend des profils de personnalité évidemment. Hein. Il y a des femmes qui sont très rigides, qui sont très droites, qui sont pas du tout hystériques émotionnellement, mais enfin, bon, de temps en temps, elles sont vues comme pouvant péter un câble assez facilement, quand même. Voilà. Les stéréotypes, ça ne veut pas dire que c'est vrai. Hein. Ce sont des stéréotypes, ça veut dire que c'est éducationnel, ça fait partie des normes sociales. Bon, ça va les préjugés. Donc, méfiez-vous aussi de ces préjugés. Je parlais des biais cognitifs au début, donc méfiez-vous de ces histoires. Et là, dans cette conférence et ce thème que j'aborde, c'était surtout pour vous mettre en sécurité, ne faites pas ce truc de croire que à cause du patriarcat, les hommes sont des dominants. Ils sont tous, non, ils sont pas tous. Bon, c'est pas mon observation et mon expérience, mais bon, après, si vous apprenez à les recadrer, ça passe beaucoup mieux en fait.
C'est beaucoup plus simple la vie. Voilà, vous avez des questions? On a un quart d'heure, donc on peut, ou des commentaires, ou des témoignages. Je vais prendre un temps pour... Oui, il y en a, c'est parfait. Ben, moi, je voulais commenter sur ce que vous venez de dire. Et pour moi, ça ressemble un peu à une éducation d'enfant, en fait. Ah ouais. C'est-à-dire que, je ne sais pas, dans ce que vous venez de dire, pour moi, Quoi, par j'entends exemple, concrètement? poser des cadres, poser des Ah oui. limites. Donc moi, personnellement, c'est ce que j'ai fait avec ma fille, quoi. Et j'ai l'impression que la similitude, elle est, par exemple, il y a des parents qui vont justement ne pas oser mettre des cadres et des limites avec leurs enfants dans l'éducation, de les gronder ou des choses comme ça, parce que si on les gronde, c'est qu'on les aime pas, par exemple. Et là, j'ai l'impression que ça se ressemble un petit peu dans le sens où on a peur de poser nos limites et un cadre, parce que là, on a le risque de le perdre. Alors Oui, qu'avec c'est ça. nos enfants, Oui. par contre, on ne les perd pas. Oui, c'est vrai, c'est une bonne remarque. Là, tu parles pour celles qui ont peur de le perdre. Hein. Mais toutes les femmes, En général, quand elles sont dépendantes, affectives, elles ont cette peur de perdre derrière. Ça va avec. Moi, je sais que pour ma part, quand j'ai peur de poser des limites, par exemple, vous disiez tout à l'heure, les messages, les choses comme ça, il met 8 jours à répondre. Bon, j'ose pas justement réitérer, par exemple, parce que je me dis, justement, peut-être que je vais en faire trop, mais en fait, c'est la peur de le perdre, tout simplement. C'est ça, tout à fait. Oui, c'est juste. C'est très juste. Oui, tout à fait. Je ne pose pas une limite parce que j'ai peur de le perdre. Parce que je me dis, si je le recadre, alors je parlais de plus de recadrage, oui, mettre des cadres, c'est... il y avait deux manières de mettre des cadres. En tout cas, le cadrage par rapport au respect. À un moment donné, vous avez cité pas mal d'exemples sur le téléphone, ou alors je suis à côté, effectivement, il ne me calcule pas pendant 1 heure. Enfin, bon, c'est du manque de respect, en fait, tout ça. Quoi. Oui, c'est ça. Après, je ne le formulerai pas comme ça. Je dirais, tiens, qu'est-ce qui se passe c'est curieux, je confronterais au comportement. Tu vois, ça, c'est une confrontation à deux. C'est pour ça que je recadrer. C'est pas tu me manques de respect, ça, c'est pas bon. Ça, c'est tu klaxon, tu vois, donc t'évites de parler comme ça. C'est une bonne question, tu vois. Ça me permet de pousser. Mais je recadrerais plutôt en disant est-ce que tu as remarqué, on reprend les faits, que là, on était en train de converser et puis t'es parti comme ça, je sais pas, sans crier gare, et que du coup, moi, j'attendais une info comme quoi, est-ce que tu étais avec moi, plus avec moi, je sais pas, et quand est-ce que tu allais revenir, parce que tu es parti là-bas, téléphoner. Voilà. Donc, je confronte au comportement pour le faire réfléchir. C'est ce qu'on appelle une confrontation adulte. C'est pour ça que je parlais d'adulte à adulte. Pas une confrontation en mode après, bon, c'était... parce que la forme va être vachement importante. Mais c'est une manière de mettre un cadre, hein, de poser des limites en disant attends, mais moi, non, ça va pas, ça, ce truc que tu partes comme ça en mode je suis avec toi, puis d'un coup, j'ai beau du bar, et puis tu reviens quand tu veux, mais je sais même pas quand d'ailleurs. Donc moi, je t'attends. Je t'attends. Donc, voilà. Donc c'est une manière de recadrer. Mais sans, tu vois, avec en non violente, quoi, une communication non violente, en parlant de mon besoin, en disant moi ça me fait bizarre parce que je sais pas à quelle heure tu reviens, quoi, tu vois, donc je pars, je reviens, bon, donc tu reprends tu te réappropries le truc, éviter de tomber sur l'autre en mode agressif, quoi. Ça c'est pas sain parce que il va se défendre. Et dernière chose, mais quand même sur cet exemple que tu as donné là, sur le mec qui répond pas, tu envoies des textos, il a l'air partant, puis d'un coup il disparaît. Si, à un moment donné, si tu n'as pas peur de le perdre, moi je t'invite vraiment à arrêter d'avoir peur de perdre. Même si c'est quelqu'un de chouchou et que tu aimes bien et qui est sympa par ailleurs, hein, parce qu'en général les gens ils sont pas tout blancs tout noirs, ils peuvent être très sympas aussi. Mais de dire sans vouloir être envahissante et se répondre du matin au soir, hein, c'est pas non plus l'idée. Mais tu vois. Ça me fait quand même bizarre quoi, que tu répondes pas ou que tu répondes au bout de 3 jours. Moi, je trouve ça bizarre. Alors, est-ce que tu as quelque chose... je sais pas, est-ce que tu peux dire quelque chose? Il faut inviter à l'expression, quoi. C'est quoi le truc, tu vois? Oui, non, enfin, c'était l'exemple. Et après, je voulais savoir ce que vous pensiez, entre guillemets, sur la loi de l'attraction. Parce qu'on dit... Quel rapport avec mon truc de... Ah oui, alors, les nanas qui se disent j'ai eu une super mauvaise expérience, je vais peut-être avec l'univers... parce que je pense que celles qui pensent en tout cas que justement les hommes sont tous pareils, machin et tout ça, c'est que c'est un enchaînement en fait de plusieurs personnes, je pense, et qu'on arrive à ce raisonnement-là. Et est-ce que ça pourrait avoir un rapport avec, entre guillemets, la loi de l'attraction et que
d'autres personnes, justement, qui ne pensent pas à ça, enfin, qui se disent toujours, je sais pas moi, elles rentrent dans une relation, tout de suite, elles se disent, oui, bah oui, ça va marcher, c'est le bon, c'est ceci, c'est cela. Ça, c'est, je crois, au Père Noël, au Prince Charmant. Et puis, non, la loi de l'attraction. Je vois plutôt, c'est rare, la loi de l'attraction, là, cette histoire, c'est encore un biais cognitif. Celui-là, je le vois plutôt apparaître du style, après une relation pourrie, enfin, qui n'a pas marché, je vais demander à l'univers d'enfin m'envoyer, je crois au Père Noël. Tu vois. Donc, voilà, là, ça va marcher, je vais me faire allumer encore, là. Je vais encore prendre cher avec ceux qui sont dans la loi de l'attraction, mais c'est pas grave, j'assume. Bon, ça s'appelle la pensée magique de l'enfant. Des fois, ça marche en plus. Parce que quand tu mets beaucoup d'énergie dans un truc, à force de penser, la pensée crée la matière, tu finis par... mais par contre, tu pars un peu en mode c'est mon Père Noël, tu vois. C'est le bon, tu y crois vachement, puis peut-être... Moi, j'ai une copine comme ça, qui travaillait dans la loi de l'attraction d'ailleurs. Et donc, elle a cru que c'était le sauveur, machin, bref. Et au bout d'un an, putain, ça s'est mal terminé en cacahuète. Mais elle était tellement persuadée que c'était l'homme de sa vie, il lui avait tellement chanté l'homme de sa vie, qu'elle a eu un mal de chien à s'en remettre. Parce qu'elle était tellement positive avec la loi de l'attraction, ça va avec le positivisme. Hein. Et donc, du coup, il y avait du déni, il y avait des zones aveugles qui étaient vues, mais pas vraiment vues. Elle ne voulait pas tout voir, quoi. Ça n'arrangeait pas. Bon. Ok, bon, voilà. Mais je vois plutôt ça dans la loi d'attraction. Après, mais celles qui font de... oui, j'ai attiré que les mauvaises personnes depuis le début, c'est parce que l'univers m'envoie que des mauvaises personnes. J'ai moins ça, parce que, en fait, quand ils arrivent en consultation, en thérapie, ceux qui viennent sont un peu éduqués sur la psychothérapie, c'est-à-dire qu'ils savent qu'ils répètent des schémas. C'est parce qu'il s'est passé ça dans leur enfance qu'en général, ils en arrivent là, à se soumettre, ou à se remaltraiter, à rester trop longtemps dans des relations malsaines, tu vois. Mais c'est plutôt ça qui arrive que, c'est un hasard. Ça fait 10 fois que l'univers m'envoie toujours des mecs complètement nazes. C'est bizarre, ça. Non, elles sont un peu plus éduquées que ça. Par contre, oui, je l'ai sur... j'en ai, pas toutes, hein, mais j'en ai certaines. Après, si ça leur fait du bien, on ne va pas enlever les croyances qui font du bien. Hein, ça serait vraiment dommage. Il faut garder ce qui vous aide, en fait. Si c'est une ressource pour vous, gardez-le. Le tout, c'est que vous vous abîmiez pas là-dedans. Ça fait partie des pensées magiques. Donc, de nouveau. Hein. Autre question, oui, tu veux dire quelque chose? Quand les hommes, ils ont des schémas toxiques, c'est quoi du coup? Comment ça se transpose? Est-ce que c'est pareil que les femmes ou... Oui, on a tous des schémas. Alors, toxiques, c'est par exemple, tu peux avoir un homme peut avoir, ou une femme peut avoir un schéma abandon. Et ça va devenir un truc toxique parce que tu vas te soumettre, par exemple. Tu vas avoir peur de perdre. Je pensais plutôt, oui, en fait, comment est-ce que cette réflexion vient? Parce que nous, on a parlé du coup du papa, du schéma du sauveur, etc., de tout ça. Est-ce que les hommes, c'est la même chose, en fait? C'est le même schéma qui se reproduit ou c'est d'autres facteurs? Si tu vas regarder sur Internet, c'est intéressant, tu as la thérapie des schémas. Oui. Et là, il y a plein de schémas. Okay. Alors, je te parlais de celui de l'abandon, mais alors, il y en a, je ne sais plus combien, il y en a un paquet. Mais c'est intéressant de les répertorier. De nouveau, elle disait tout à l'heure d'avoir les critères de c'est quoi un pervers narcissique. Regardez les différents schémas qui peuvent vous habiter, en fait. Hein, c'est ce qu'on appelle les conditionnements. Il y en a plein, et c'est très bien décrit. Il y a une chaîne que j'aime bien qui travaille dessus, qui s'appelle La Psychiatrie du Soleil. Et je trouve ça très clair. Elle a pris chaque schéma et comment on peut les observer, voir quelles conséquences ça a, quels symptômes tu as quand tu es comme ça, et puis comment s'en libérer. Ça, c'est plus compliqué. Hein, mais oui, c'est vrai que c'est important que les hommes et les femmes, on a des schémas de répétition. Malheureusement, c'est comme ça. D'ailleurs, je fais un stage là qui est complet, mais qui s'appelle Sortir des schémas répétitifs. Et la psychiatrie du soleil, ouais, c'est très bien. C'est pro, hein, donc c'est vraiment bien parce que vous avez chaque schéma est repris. Et le mec qui a inventé ça, moi je trouve que c'est assez puissant parce que c'est vrai que c'est répertorié. Et du coup, ça vous permet de vous repérer ou de repérer votre partenaire et de voir pourquoi il met ce système de défense en fait. Hein. Voilà. Parce que c'est toujours, quand on a des schémas, par exemple ici sur le schéma abandon, on va avoir tendance à se soumettre en système de défense pour pas perdre. On peut avoir tendance
au contraire, à compenser en mode pour pas me faire abandonner, alors plus jamais je vais éviter toute relation. Voilà. Donc, chaque schéma va ramener des systèmes soit de soumission, soit de compensation. Je vais faire l'inverse parce que plus jamais ceci, cela, je veux que ça m'arrive. Donc, c'est vraiment intéressant d'examiner cette question-là et d'aller regarder plus près. Voilà. Parce que plus vous êtes au courant des fonctionnements, le vôtre et celui de l'autre, plus vous pouvez avoir des informations, en fait. C'est votre adulte qui a des connaissances et ça vous donne des compétences pour mieux réagir. Plus d'empathie, voilà, je comprends mieux comment on fonctionne tous les deux et qu'est-ce qui achoppe, là. Donc vous accusez moins que l'autre est un salaud parce que tous les hommes sont des salauds, ils sont tous comme papa. Voilà. Autre question ? Et sinon, il me reste 5 minutes, donc si vous avez encore des questions, des commentaires, vas-y. Alors attends une seconde, parce que sinon on n'entend rien. Merci. Bonjour. Quand on est dans une situation de détresse, comme ces relations toxiques, est-ce qu'il y a des lieux d'accueil ? Ah oui. Parce que là, tu parles de vidéos et de YouTube, de chaînes, mais est-ce qu'il y a des lieux d'accompagnement comme les gens qui sont sous emprise de l'alcool et qui ont besoin d'être accompagnés et d'être aidés Alors écoute, je réfléchis. Moi, je trouve génial les groupes de parole, mais est-ce que ça existe, des groupes de parole de femmes en détresse ayant eu des relations toxiques, ou vivant encore, ou étant sous l'emprise, parce que tu peux être encore dedans, tu n'es pas obligé d'en être sorti. Écoute, je me renseigne, mais ça doit exister, je pense que ça existe, il me semble de mémoire qu'on m'en avait parlé, donc je pense que ça existe. Mais c'est vrai, c'est bien de faire partie d'un groupe de parole de femmes, par exemple. Tu peux déjà, même si c'est pas que sur la détresse amoureuse, tu peux quand même aller dans ce qu'on appelle les tentes rouges, qui sont des groupes de parole de femmes, où chacune, dans ses soirées, parle de ce qui va bien, ce qui ne va pas bien. Donc chacune a un temps de parole. Et comme c'est en sororité, c'est que des femmes entre elles. C'est intéressant de pouvoir se sentir en sécurité pour parler de son vécu, déposer quelque chose et de se sentir écouté. Donc ça, c'est une étape, mais une fois qu'on a franchi cette étape... En effet, de pouvoir se déposer, c'est bien, c'est bon, ça fait du bien. Mais bien, après, est-ce qu'il existe des lieux où on va trouver un avocat gratuit, en même temps une assistante sociale, en même temps qu'il y a des esclaves économiques qui sont sous emprise dans des relations toxiques, avec en plus la problématique de ne pas pouvoir se libérer de quelqu'un. Ça, je crois pas. Je crois qu'il n'y a pas une institution voilà, qui a ça mis n'existe en place. pas. Les groupes de parole de femmes, ça existe. Mais il n'y a pas une institution qui regrouperait des outils pour s'en sortir. Non, il n'y a pas là, on va pas te dire. Il y a une institution qui existe. Mais les femmes violées, non, pas pour les femmes. Toutes les femmes en détresse. Je croyais que c'était plutôt pour le viol, mais c'est bien que tu le fasses. Des femmes et de la famille pour toutes. Ah, centre d'un. Vas-y, donne le tuyau. CIDF. CIDF. Voilà. Merci. FF parce que c'est femmes et famille en fait. Parfait. Voilà. Bah, et je crois qu'il y a 2 organismes sur Montpellier. CIDF. Il y en a un peu de partout. Ouais. Ils prennent beaucoup en charge et ils vous expliquent pour un avocat et tout ça. Voilà, parfait. Voilà, il y a un accompagnement. Mais il me semblait, moi j'avais déjà entendu aussi, en mémoire j'avais entendu un truc. Donc oui, mais c'est bien que ça existe. De toute façon, aujourd'hui, sont beaucoup plus écoutées et considérées les femmes. Alors là, c'est précisément sur le viol, mais il n'y a pas que des histoires de viol. Voilà. Bah écoutez, super, merci pour votre participation. Et puis on se retrouve en septembre. Ah.